Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver à l'hôtel Tiffany pour ce nouvel épisode de l'apéro du chef. Cet épisode il va être sous le signe du style. Je reçois une personne que j'adore vraiment parce que ça fait 10 ans que je le suis, 12 ans maintenant, qu'il a créé un projet que je fréquente régulièrement qui s'appelle le Bal des créateurs. Aujourd'hui je reçois Christophe Durand, le fondateur de ce salon pas tout à fait comme les autres. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Santé. Chin. Chin. Alors, À la vie. à la vie, au plaisir. Alors aujourd'hui, je suis au blanc, un Sancerre distribué par Vogel. Et toi, je crois que tu es en rouge genevois. C'est ça. Ouais, allez, buvons local. Restons local. Exactement. Alors Christophe, je te laisse te présenter, te parler de Oula. toi déjà, et puis aussi du bal des créateurs que j'ai mis en introduction. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi je D'accord. connais, mais... Alors, me présenter, c'est jamais facile, hein, mais on va faire ça en 2 secondes. Donc, je m'appelle Christophe Durand. On va dire que je travaille dans 3 grandes directions, on va dire plutôt. La direction artistique et direction de création, donc mais spécialisé dans tout ce qui est style, encodage de style, image de marque, et photo-shooting, avec une partie un peu événementielle quand même. Faut pas la négliger, celle-là, ça a quand même été 15 ans de ma vie. Des gros événements. Coiffeur, maquilleur, donc ça dépend. Il y a des pays où je suis beaucoup plus connu comme maquilleur, des pays où je suis plus connu comme coiffeur, il y a des pays où je fais les deux, etc. Et là, ça c'est plutôt coiffeur, maquilleur de studio, shooting, prise de vue gérée par un agent, pour toutes sortes d'activités, tout ce qui peut se faire en coiffure, en maquillage. Ok. Et puis coiffeur et patron ici du Bal des créateurs, qui est un peu on va dire un concept shop, on va dire un peu concept store, avec quand même l'activité principale sera la coiffure, le maquillage. Il y a une galerie d'art, il y a un bar avec l'hiver c'est plutôt bar à soupe, bar à jus de fruits, etc. Il y a de l'esthétique, il y a une mini agence d'une équipe qui est vraiment entraînée pour tout ce qui est externe, shooting, événementiel et tout ça. Et puis il y a une boutique où on promouvoit beaucoup des jeunes créateurs, etc. D'ailleurs, Voilà. j'ai découvert une créatrice à travers le bal des À travers le créateurs. bal. Ah, génial. Et puis, je Mais l'ai il y eu a à plein de l'apéro gens du qui ont chef. découvert, j'adore. Ouais, je l'ai eu après, je l'ai invitée parce que c'était une genevoise, tu sais, celle qui a fait la baleine dans l'élément. Ah, Un de ses c'est films. super chouette ça Ouais, aussi. ouais, j'aime donc bien. j'avais adoré le Elle a t-shirt. un côté poétique, elle a un côté. Exactement, elle était à ta place. Ah bah voilà, C'est comme quoi. Et, il y a des bonnes vibes. Exactement. Et puis c'est ce que j'aime en fait au bal des créateurs, et puis ça depuis le début, même si malheureusement la conjoncture a fait que la partie exposition est moindre, mais au début tu n'avais pas fait qu'un salon de coiffure, c'était vraiment un lieu Ouais. multi-activité, Alors, j'adorais quoi, il y avait la musique. Les expos, c'est pas qu'une histoire de conjoncture, c'est plus une histoire de Genève. Ok. Ah oui, c'est que là, le dernier vernissage qu'on a fait à 9h30, il y avait déjà la police qui venait, alors qu'on était juste, je sais pas, 25 à boire un verre. On a eu beaucoup de jaloux, je pense, beaucoup de gens qui voulaient essayer de rendre problématique, et puis dès que tu as 3 appels, la police doit venir, etc. Donc ça donnait une ambiance que je trouvais trop complexe pour promouvoir les artistes en termes d'exposition. On était spécialisé plutôt dans la photographie. Ouais. On a eu des artistes incroyables, connus, enfin bref. Et le truc, c'est que maintenant, je le fais, mais quand vraiment j'ai le feeling parce que ça demande beaucoup d'efforts, Bien sûr. pour quelque chose qui est très compliqué à mettre en route à Genève. Il faut des autorisations, il faut prévenir les gens, il faut de la sécu, tout, juste pour un vernissage, quoi. Alors que sur tout le reste, ça peut travailler, parce que ça reste encore sous l'effigie du commerce. Ouais. Donc voilà. Je me souviens des premiers vernissages que tu faisais, c'était démentiel. Hein. Bah ouais, on avait tellement de monde dans la rue que Exactement. justement, Puis on s'est pas fait des amis. Mais le côté événementiel de ce lieu, c'était génial. Tu avais fait rentrer une classe A, je me souviens, dans le... Une classe A, Ouais. des chevaux. On avait fait un défilé pour Redken, là, pour le groupe L'Oréal. On avait carrément eu des chevaux qu'on avait coiffés et tout ça, et on avait un défilé avec des chevaux dans le bal. Ouais. Et une classe A, ouais, c'est vrai qu'on a fait un peu un striptease de classe A. Je sais pas si tu te souviens, Ouais, on je me avait souviens. caché. Puis, Ah, c'était, et mais puis- l'événementiel, c'est chouette, hein, mais ça demande beaucoup d'énergie perso, et c'est physiquement très prenant.
En parlant d'événementiel, tu fais aussi pas mal les salons. Je sais que tu as 2-3 anecdotes là-dessus qui peuvent être assez sympathiques. Des salons dans le sens Dans le sens où tu vas faire. faire, ouais, dans le sens où tu vas. En fait, tu es le coiffeur de certains salons de prestige. Où tu l'as été, où tu travaillais un peu. Oui, alors il y a eu le SIHH, on s'occupait beaucoup, après on avait moins envie. Mais après le SIHH, c'est encore une autre histoire, c'est que j'ai commencé à rentrer là dans cette histoire par l'événementiel. Parce qu'à l'époque, j'étais directeur artistique d'une maison d'événementiel qui s'appelle MCI. Ouais. Et j'ai développé un pôle de directeur artistique qu'ils n'avaient pas encore ce poste là-bas, etc. Et du coup, un des projets a été le SIHH. Ça, c'était la première fois où je travaillais vraiment avec le SIHH, mais j'étais encore à Genève. Après, je suis reparti à l'étranger, j'étais plus là pendant un moment. Et quand je suis revenu, on a beaucoup collaboré avec certains salons, en tout cas le SIHH. Mais on collabore plus avec des événements, genre Mode Suisse pendant tellement d'années, la HEAD avec leurs gros défilés, où on est partenaire, ou des fois on est même jury. Tu fais toujours ça à l'IPAC, ouais, toujours. Ah ouais, ça c'est notre image, ça nous correspond le plus. Il y a des choses parfois où on va s'adapter à un client parce qu'on est mandaté pour quelque chose, et puis il y a des choses où nous-mêmes c'est spontané, ça correspond à notre ADN, c'est notre image. On a le grand théâtre, plutôt pour la partie événementielle, et vraiment avec un côté vraiment plus genevois et culture. Et puis la HEAD, Mode Suisse, on ne fait plus parce qu'à Zurich c'était compliqué. Puis l'organisation de Mode Suisse était vraiment très compliquée. Donc voilà. Ouais. Non, à travers toi, en fait, il y a une deuxième pépite que j'ai découvert, hein, franchement. Alors, tu vois Garnison, tu sais, Lucas Mora. Mais alors Lucas, il a fait un défilé. En fait, lui, c'est un de mes coups de cœur de la HEAD. Ouais. C'est un mec extraordinaire déjà de sa personnalité, etc. Puis surtout, il a une qualité incroyable. Ce gars, il mérite un niveau international complet. Et il a fait ses premiers défilés aussi au Bal des Créateurs. Eh oui. Lui, il est génial. Il y a plusieurs pièces qui sont chez moi du défilé. Ah ouais, génial alors. J'ai plusieurs pièces de Lucas. Donc, et c'est vrai que c'était chez toi que je l'avais découvert la toute première fois. Ah ouais. J'ai même parfois des gens qui m'écrivent en me disant, vous savez, au fait, on se marie cette année, je voulais vous dire, on s'est rencontrés à un de vos événements et tout. C'est trop mignon. Les trucs, tu dis, ça va, je suis curseur de rencontres aussi, quoi. Bientôt, tu auras la carte des faire-part de naissance. ça arrive. Ça marche. Ouais. Ok. Tu as des anecdotes, par exemple, sur les salons type SIHH, des stars ou des célébrités plus sympas, d'autres ex-écras, des souvenirs de ce genre de... Sur les célébrités, moi je travaille beaucoup plus sur les célébrités en dehors des salons. Le CHH, ça ne m'a pas amené vraiment beaucoup de célébrités. Moi je travaille beaucoup plus avec des célébrités quand je travaille en international, avec mon agent, etc. Où j'ai eu à charge toutes les on va dire plutôt les égéries de certaines marques, etc. Donc là oui, beaucoup d'anecdotes, parce que c'est beaucoup plus long. Le SIHH, c'est plus des gens qui viennent ici à Genève, on va avec mon équipe, on les coiffe rapidement dans un hôtel. Ouais. Il y a des choses bien, des choses moins bien, il y a des personnes avec qui je vais avoir plus de feeling. Ouais. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont d'ailleurs très chouettes. Et puis tu en as toujours une ou deux que tu aimes moins, mais c'est pas sur le SIHH qu'on fait des rencontres. Ils ont un timing super serré. En général, ils viennent avec un projet bien précis, mené par la marque. Alors que quand tu travailles avec des célébrités dans leur univers par rapport à leur projet, tu rentres dans une chose beaucoup plus intéressante. Tu vois, quand tu suis des Kate Blanchett, des Rosamund Pike ou plein de gens chouettes, Isabelle Huppert ou des choses comme ça, etc. Là, il y a un moment d'intimité, il y a un moment de discussion, il y a les aider à être l'image dont elles ont besoin sur le moment. Okay. Donc, tu fais une belle anecdote, c'est Rosamund Pike, par exemple, quand on a lancé Gone Girl, qui est un film assez connu en international, mais un peu moins en France. Avec Ben Affleck. Exact, ouais. Alors, par exemple, là, sur tout le lancement, je me souviens plus où on était d'ailleurs, dans quelle ville, trop de voyages. Je crois qu'on était sur Paris, en Angleterre aussi, tout ça. Typiquement, elle venait d'accoucher.
Donc la journée, j'étais avec elle, elle était maman, à donner le sein, enfin tu vois l'esprit que tu peux avoir au niveau féminité, hormonale, tout ce que tu veux. Et puis tout d'un coup, elle allait faire la promotion de Gone Girl. Donc moi, il fallait que je l'aide par la coiffure, le make-up et tout, à se transformer petit à petit pour qu'elle se ressente après, paf, prête à être ce personnage. Ouais. C'est là où notre rôle est vachement chouette, c'est que on les aide à changer de style, à adapter leur image par rapport à ce qu'ils ont à communiquer ou ce qu'ils ont à dire, tu vois. Ou Diane Keaton, tout d'un coup, elle est d'abord toute cool, un peu dans sa chambre d'hôtel et tout ça, un peu dans ce milieu protégé. Et puis toi, tu rentres dans cette intimité, on a un brief, qu'est-ce qu'elle cherche à exprimer, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut raconter, quelle est son envie du jour et tout. Puis coiffeur, maquilleur, tout ça, on arrive à monter l'image et tout d'un coup, ça y est, ils sont prêts à donner ce qu'ils ont à donner, ce que les gens attendent tout le temps, et faire des selfies, et se prendre en photo, et communiquer, ou jouer un rôle. Enfin, on est aussi dans cet aspect-là, hein. On joue des rôles. Les sportifs, c'est moins, c'est plus... Quand je travaille avec des grands sportifs très connus, comme, je sais pas, Tiger Woods, Lewis Hamilton, enfin, cette clique de gens, c'est plus là une marque qui a un brief, et mon rôle va être d'essayer de faire en sorte que cette personne, comme Maria Sharapova par exemple pour Nike, elle était très la sportive, tu vois, avec celle qui hurlait sur les Oui, c'est ça, tu vois, il y avait cette image. Alors pour Tagueillère, ils voulaient féminiser leur marque, donc moi mon mandat, tu vois, mon brief, etc., était vraiment de comment la féminiser. Donc je lui avais créé une frange. J'avais fait en sorte qu'elle ait l'air aussi plus douce dans l'attitude, tu vois, qu'elle ne soit pas comme ça, qu'elle ait un regard, que les vêtements soient des choses qui la féminisent et tout ça. Donc c'est des journées entières de boulot, de convaincre les personnalités sur place, etc. Elle s'est laissée couper la frange Okay. Après, c'est mon rôle, hein. Il faut que je sois convaincant, pourquoi je veux le faire et tout. Puis après, sinon, on a des extensions, on a des tas de secrets qu'on dévoile pas toujours tout partout, mais on fait plein de choses pour ces acteurs et ces actrices. Okay. T'aimes bien, comme ça être dans l'ombre ou des fois t'aimes bien être sur le devant de la scène? Moi j'adore. J'ai été sur le devant de la scène un petit peu quand je faisais des vraiment gros événements pour l'Inde. Il fallait que je sois moi le leader. Donc il y avait besoin que je monte sur scène pour remercier les bénévoles, pour les rallier à ma cause, pour faire construire des orphelinats en Inde et tout, pour rechercher l'argent. Donc moi je me sentais tout d'un coup avec une mission. Donc cette mission-là me donnait la force d'être sur scène et je l'ai bien aimé pendant une période. Mais ce que ça amène en fait autour de toi, c'est pas quelque chose que je cherche du tout. Moi, j'aime mieux être plutôt discret. Déjà comme ça, j'ai déjà bien assez de gens qui des fois me mettraient de côté. Mais moi, j'aime bien. D'ailleurs, je suis pas tout le temps à promouvoir tout ce que je vais faire, etc. Et on a même d'ailleurs des acteurs et des actrices qui nous interdisent de montrer ce qu'on a pu faire ensemble, des choses comme ça. Hein. Ça me va très bien. Ouais. Par contre, je suis content après quand je vois l'affiche, quand je vois le truc au cinéma, ou quand tu vois de dire tiens, ça, j'ai participé au truc. Ça, c'est chouette quand même. Mais voilà. Et t'as eu une autre activité que t'as pas mentionnée, c'est le magazine. Ouais. Elle va dans le secteur direction artistique, etc. en fait. Ouais. C'était quel magazine Alors j'ai commencé avec un magazine suisse d'ailleurs qui s'appelait, d'ailleurs je ne sais même pas s'il est encore en service, Profil Femme. Je crois pas, non. Donc j'ai travaillé pour Profil Femme comme directeur artistique à une époque. Ça m'a permis de me rendre compte que les photographes et beaucoup de gens dans le milieu artistique souffraient de la qualité d'impression, du manque de liberté pour exprimer des choses qu'ils avaient à exprimer, etc. Et puis ça m'a donné envie, tout simplement, de faire un magazine qui soit avec une qualité de papier incroyable, une impression. On allait dormir sur place dans les imprimeries pour être sûr que le calage et tous les chromalins soient bien faits, respectés et tout ça. De manière à vraiment flatter et mettre en avant une très belle qualité de photographe. Ouais. Parce que je voyais très bien qu'en travaillant dans d'autres magazines, j'avais fait un tel aussi, j'avais travaillé pour plein de magazines aussi en tant que coiffeur-maquilleur. Hein, et tout ça me montrait que vraiment les photographes avaient une espèce de frustration sur ce qu'on faisait de leur travail en gros, tu vois. Parce que
Il y a un ego quand même aussi, il y a une créativité dessus. Et puis des fois, tu as le graphiste, tac, lui il coupe l'image. Tu as le printer qui va prioriser la pub, qui elle est très rouge, et puis lui, il était plutôt dans une dominante froide. Enfin, donc tout ça, j'ai fait vraiment un truc où techniquement, on pouvait satisfaire une belle qualité de photographe pour pouvoir commencer à avoir des photographes qui soient vraiment super. Et on a créé Icône, qui est un magazine intemporel. Il est encore, je le vois même en vente sur Internet et tout. On a tenu, je sais pas, 10-12 ans à peu près comme ça, à faire des numéros pour le plaisir de l'image, de la mode, culture, art et architecture. Mais vraiment en priorisant la photographie. Bon, c'était avant qu'Instagram monte aussi fort, hein, aussi maintenant l'image, pouf, elle passe quelques secondes. Là, il y avait quand même encore cette envie de se promener avec ce magazine. Il faisait 2 kg, 2,5 kg. Donc, c'est un livre, tu vois. J'en ai. Ah, t'en as. Ça fait plaisir, alors. Depuis 10 ans que je t'avoue. Oui, j'en ai quelques-uns. Ils ont gardé de leur qualité. C'est vrai que l'impression était super. La couverture, elle était toujours incroyable. Puis, si tu le refeuillettes, tu verras qu'il y a des choses, des interviews profondes. Vraiment, je trouve que c'est intéressant encore à voir maintenant. J'avais peur que moi, je vois ce qui se démode vite ou pas. Mais justement, on n'était pas vraiment mode suffisamment. On était plutôt intemporel avec cette construction où on travaillait chaque numéro par thème. Et il y avait un thème travaillé dessus qui le rendait plus intemporel. L'autre fois, j'ai eu aussi le plaisir de voir Marie Laforêt qui posait dans un gala ou je sais pas quoi. Et elle avait mis Icône en avant comme ça pour lui dire, j'ai dit, petit clin d'œil sympa aussi, des belles surprises. Non, et puis ce que j'aime, comme tu le dis, il pèse 2,5 kg, mais il n'y a pas 2 kg de pub, quoi. Non, il n'y en a pas. Il y a juste juste quelques-unes au départ, nos partenaires. Donc on était avec Chanel beaucoup, puisque moi j'ai travaillé dans le groupe pendant plus de 12 ans quand même, en directeur de création pour le groupe Chanel. Où je travaillais sur le mass market pour Bourjois et puis 2-3 choses en partenariat pour les produits en maquillage, donc sur la couleur. Et vraiment, eux nous ont soutenus tout le temps parce qu'Icône, ils l'aimaient bien aussi. On avait Dior, Gaultier, enfin des gens quand même qui étaient... Et puis surtout ce magazine, j'ai eu le plaisir de voir en travaillant dans d'autres groupes qu'il était présenté dans les analyses de tendance. Je sais pas si tu vois, tout groupe à l'heure actuelle qui travaille un peu dans l'image et la mode, travaille avec des analystes, donc Nelly Rodi, Péclair, Scarlin, etc. Ils sont des bureaux de style qui sont au Japon, à Paris, etc., avec des espions de ce qui pourrait se faire dans 2-3 ans. Et ben, Icône était toujours présenté dedans dans les vidéos, tous les projections, etc. Donc je trouvais que c'était sympa. C'était une belle expérience. Ça rapporte absolument rien je pense au niveau financier. C'est plutôt un gouffre qu'autre chose, non? Non, ça va. J'ai toujours réussi à l'équilibrer plus ou moins. Après, il y avait aussi beaucoup de photographes qui de toute façon voulaient travailler pour Icône comme ça. On n'avait pas forcément besoin de les payer. Comme tu as un magazine qui n'a pas beaucoup de qualité, tu dois le payer bien pour que le gars soit motivé. Là, c'est l'inverse. C'est des gens qui trouvaient ça bien pour eux présenter leur travail, pour le faire connaître, parce qu'il ne faut pas rêver, mais tout mannequin, tout photographe a besoin à un moment donné de se montrer bien sûr. Pour qu'on les voit, et il faut qu'ils se montrent sur les bonnes plateformes. Et s'ils sont sur les bonnes plateformes, tout de suite, eux, leur prix monte ou la reconnaissance, leur notoriété va monter. Avec tout ça, ce côté un peu strass, paillettes et compagnie, qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir un salon de coiffure au final et coiffer Madame Tout-le-Monde qui passe et ce genre de choses? Alors moi, déjà, je ne perçois pas du tout mon univers dans l'histoire strass-paillettes parce que je suis plutôt dans la créativité profonde, tout l'aspect plutôt culturel, la réalisation d'images, tout ça, ça demande tellement d'investissement et de choses, travaillant avec des gens qui ne sont pas que dans l'histoire strass-paillettes. Donc ça enrichit beaucoup. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais un salon, déjà quand j'avais ouvert un premier salon à Genève, c'est comme ça que je suis un lien avec Genève, quand j'avais 21 ans. Okay. Donc j'étais le plus jeune de l'équipe, on était 8 avec Alan, on était 2, on a ouvert un salon dans la vieille ville, qui est toujours là, que lui d'ailleurs est toujours avec et tout ça. Et puis après, la carrière, le milieu, les opportunités ont fait que je suis parti à l'étranger, après avoir aussi un peu fait énormément de choses ici en Suisse. Et puis, après avoir fait 10-12 ans de direction artistique, de direction de création, déjà normalement, je ne sais pas si tu remarques un peu dans les grandes marques, mais au bout de 2 ans, pouf, t'es loin. Donc déjà, j'ai tenu longtemps, je l'ai fait à fond.
j'ai pu donner moi beaucoup de choses et j'ai reçu beaucoup de choses, donc l'équilibre était absolument parfait. Et puis sur la fin, j'ai eu la chance que dans le groupe Chanel, on nous donne l'opportunité, puisqu'ils ont et les moyens et surtout les ressources en termes d'usines, de personnel, de connaissances et tout, de créer une marque. Okay. Donc si tu veux, j'ai fini un peu ce mandat à travailler où tu dois plutôt comprendre l'ADN d'une marque, la faire évoluer, faire en sorte que les produits que tu crées se vendent bien, comprendre les couleurs par rapport à la tendance, le marché, les pays et tout ça, enfin bref, c'est déjà très riche. Mais tout d'un coup aussi de devoir, page blanche, créer une marque avec une chef de produit qui s'appelle Sophie Duguet, qui est extraordinaire aussi. On était à deux un peu, moi j'étais plutôt sur l'aspect formulation, gamme de couleurs, texture, développement avec les usines et tout ce qui était aussi, on va pas dire des chimistes, mais plutôt des techniciens, etc., pour faire en sorte qu'on ait un produit qui soit intéressant. Et puis on a passé 2-3 ans à créer un produit qu'on a dû après développer sur tous les aspects, donc l'image, la com, les textures, etc. Et j'avais choisi avec cette personne donc, de faire un produit bio. C'était dans les premiers, c'est la première marque d'ailleurs en grande distribution, qui était bio. Et surtout, c'est que notre cheval de bataille, c'était, on s'est dit, dans cet univers de la cosmétique, quand tu arrives dans un Sephora ou un Douglas, tu te dis, il faut que j'ai un bac +8 pour acheter un mascara, il y a tellement de sortes, tu vois. Enfin, c'est... Et nous, on s'est dit, on va créer quelque chose qu'il n'y a pas encore. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose pour les gens qui n'aiment pas le maquillage. Okay. Et qui n'ont pas envie de se transformer, mais quelque chose pour des personnes qui veulent plutôt embellir, rendre plus lumineux, aider en fait leur beauté. Ouais. Et on a créé une marque qui justement prenait des gens en 3/4. On n'avait jamais des gros plans, des visages, etc. Comme dans toutes les marques de maquillage, normalement, le visage de la femme est plutôt une toile sur laquelle on va montrer des couleurs et des palettes. Alors que là, on était vraiment sur des tas de femmes. Il y avait, je me rappelle, ces campagnes partout dans Paris, au Japon, enfin en Espagne et tout. Je ne suis pas artificielle, je suis une. Elle s'appelle Une Beauty, cette marque. Okay. Je suis moi-même, je suis une, enfin voilà, enfin tout ce truc un peu plus militant avec des filles vraiment qui s'exprimaient et qui exprimaient leur beauté. Et c'était super intéressant à développer. Du coup, après, on a dû aller aussi promouvoir tout ça dans tous les pays. Donc, on était au Japon avec les télévisions, avec comme quand tu lances une marque, après en Russie, en Espagne, enfin partout, à Londres. On a fait des pays partout. Et puis après ça, si tu veux, je me suis dit, bon, j'ai peut-être fait un peu le tour de tout ça. Il faut toujours se renouveler, s'alimenter et tout ça. Et puis j'avais envie aussi d'être plus calme. J'ai été 1 jour sur 2 dans l'avion. Je volais tout le temps. Ça laisse peu de temps pour sa vie perso et tout ça. Alors là, ça a accumulé 2 choses. Il y avait une rencontre sentimentale, une grande histoire d'amour qui commençait et j'avais envie de donner plus de temps à cette histoire. Et puis, l'idée aussi d'être dans un endroit où l'aéroport est proche, on perd moins de temps, il y a moins de grèves, il y a moins de problématiques que quand on est basé à Paris ou à Londres ou à New York. Et où je peux garder plus de temps pour vraiment le travail lui-même et tout ça. Et puis, on a hésité la Belgique, après on s'est dit, il y a trop de pluie. Après, Genève, moi j'avais déjà un tissu de connaissances. Je connaissais bien le marché, les gens et tout ça. Puis en discutant un jour avec une cliente que je venais coiffer ici, là j'étais revenu une journée coiffer quelqu'un en avion et tout. Puis elle m'a dit, j'ai un truc pour toi, il faut absolument que tu viennes. Elle m'a fait arrêter le travail en plein milieu. Elle m'a emmené montrer l'arcade. Et puis je me suis dit, non, mais je vais jamais me foutre là-dessus, j'ai surtout pas envie. À l'époque, j'étais en projet de reprendre la direction artistique de Clarins. Ah ouais. Et ce qui m'intéressait bien parce qu'ils sont basés en Suisse. Ouais. Et puis finalement, les choses n'ont pas avancé, etc. Et puis cette arcade est arrivée. Et puis je me suis dit, après tout, allez, why not? Je vais faire un truc qui relie un peu ce que je sais faire. Donc, librairie. Donc on avait le magazine Icône encore. Et puis on avait tous les magazines de niche, un peu comme W.A. Smith à Paris ou FR, enfin toutes les grandes librairies un peu culture. On lançait de la mode à l'époque aussi, donc on avait une boutique qui s'appelait, parce qu'on avait fait un magazine qui s'appelait Zébul Online et puis avec des ventes, la coiffure, le maquillage, la petite agence qui faisait un peu ce qui est coiffeur, maquilleur de studio et tout, donc ça faisait un truc qui, en petit, me paraissait bien. Et puis après, au départ, plus j'ai bougé ici, plus mon agent à Paris me demandait, donc il fallait que je reprenne le train tout le temps.
pour aller à Paris ou pour voler ailleurs à l'étranger, parce que les shootings c'est partout, hein. C'est là où sont les célébrités en fait, on les suit, c'est nous qui les suivons. Et puis finalement, j'ai essayé de réduire petit à petit. Puis le marché suisse m'a ouvert ses bras aussi. J'ai commencé à faire des trucs super intéressants ici en Suisse. Et puis j'ai eu envie de faire beaucoup plus près des clients, de l'équipe. On est 26 personnes quand même à gérer non-stop. C'est une belle petite Donc PME. déjà, ça demande déjà bien du boulot et tout. Et puis petit à petit, je me suis dit, en fait, j'ai réalisé tellement de choses que j'aime déjà. Le plaisir de pouvoir juste maintenant partager ça, d'enseigner des fois. Maintenant, je donne des cours aussi dans une école pour des bachelors et des masters. Donc voilà, les choses se transforment un peu. Et puis maintenant, je continue encore avec quelques célébrités quand ils me demandent vraiment. Mais sinon, j'essaye de moins m'orienter sur ce qui est shooting et déplacement. Okay. J'attends la relève. Il faut qu'il y en ait dans mon équipe là, qui soit le futur. Là. Ah oui, je les aide à passer le pont. Tu as des talents. Hein, il y a plein de gens qu'on a formés. Hein. Souvent, ça a été mes assistants. Puis après, ils sont devenus, tu vois, ils se réalisent tellement bien. Joris, Jonathan, Johan. Un coup de cœur pour Guillaume, hein, celui qui me coiffe. Alors attends, Guillaume. C'est lui aussi qui me coiffe. D'ailleurs, il faudrait que j'aille le voir, mais il est toujours complet. Alors, c'est le seul problème. Hein, c'est à ta santé, à la vie. Santé. T'as un jeune ou une jeune qui nous regarde là. Ce monde l'a fait rêver, la mode, tout ça. Quel conseil tu lui donnerais? Il est où ce jeune? Faut que je lui parle. Ah là là, alors le milieu a énormément changé, le marché a beaucoup changé, la société a beaucoup changé. Parce que moi j'étais analyste dans le groupe ça s'appelle analyse de Trendsetter Guide, etc. Parce que en fait dans les groupes de mode, il y a les techniciens, la R&D, le recherche et le développement, il y a le packaging, le merchandising, etc. Bon. Donc du coup, on est juste quelques petites personnes qui sont vraiment dans la direction artistique, qui ont des espèces de petits cils vibratiles là, qui doivent sentir tout, puisqu'un produit qu'on crée, il va sortir dans 2-3 ans. Bon. Alors maintenant, on raccourcit un peu, parce que tout va plus vite, mais en gros. Donc du coup, on doit savoir ce qui va être à la mode à cette époque-là, on doit comprendre ce qui se fait dans la mode. Donc j'étais vraiment à fond dans cette on va dire, le côté de emmagasiner toutes les informations sociopolitiques, économiques, mode, comprendre les villes qui évoluent pas, le besoin du consommateur. Ça touche vraiment tout ça en fait. Hein. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense, c'est pas juste une hauteur de jupe. Et là maintenant, pour répondre le plus vite possible, parce que c'est très compliqué dans cet univers-là, on est en pleine mutation dans la mode. Il y a une grande mutation. Donc il y a plein de chemins dans lesquels je leur dirais n'allez pas maintenant, parce que ça c'est en train de se transformer, il va y avoir un futur merveilleux, mais les saisons maintenant ça rime pas à grand chose, la manière de produire des collections ça a beaucoup changé, voilà, c'est plein de choses qui sont belles, donc je leur dirais attention de bien prendre une bonne direction, et surtout c'est qu'à l'heure actuelle, si on veut vraiment bien bosser dans la mode, il faut bosser, quoi. Il faut se cultiver, il faut apprendre plein de choses, et c'est pas juste en regardant son Instagram qu'on va arriver à développer énormément de choses là-dedans. On va être un influenceur, mais quelqu'un qui crée doit vraiment aussi s'alimenter de plein de choses techniques. C'est pas par hasard que Karl Lagerfeld a duré aussi longtemps et qu'il a pu transformer plein de marques en or. Quand il est arrivé chez Chanel, il n'y avait que des vieilles qui mettaient Chanel à l'époque. On oublie ça parce que maintenant c'est tellement iconique, l'image iconique. Jeune, mais Fendi, voilà, c'est jeune, le marché asiatique en est red dingue, etc. Mais à l'époque, il y a de ça pas mal d'années, on a un sac Chanel, ça fait vieille, c'est pour les mamies, enfin tu vois, et on oublie tout ça, mais Balenciaga c'était aussi complètement ringard, maintenant n'importe quel jeune veut des baskets Balenciaga. Donc il y a plein de choses à comprendre dans cet univers-là qui sont pas simples, il faut avoir beaucoup de culture, il faut s'intéresser à plein de choses, il faut rencontrer les bonnes personnes pour arriver à absorber, et surtout essayer de comprendre le marché, essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, pour savoir exactement où se placer. Il y a de la place pour tous. C'est comme si demain, parce que souvent il y a des gens qui vous démotivent, on va ouvrir une pizzeria, vous dites pizzeria, mais il y en a une tous les 5 mètres. Ah ouais, mais si j'ai pensé à une idée différente et que je le fais avec le cœur et que ça va fonctionner différemment, je suis sûr qu'elle va marcher très bien. Et dans la mode, il y a vraiment cette liberté et ce choix de pouvoir encore avoir de la place pour tout le monde.
Ok. Mais il faut bien comprendre comment le marché est en train de muter pour pouvoir se projeter dans ce dont on va avoir besoin. C'est un excellent conseil. Parce que c'est pas comme avant. Tu vois, moi je donne des cours dans des écoles aussi, je me rends compte qu'il faut qu'on leur apprenne autant à être directeur artistique, à comprendre leur com, à savoir driver bien des équipes, plus que savoir vraiment coudre par exemple. C'est toute une évolution de plein de choses. Et puis dans la mode, alors après il y a plein de paramètres. Il y a la mode des vêtements, il y a la mode du langage, de l'image, de la photographie, le styliste, celui qui ne crée pas des vêtements mais qui sait juste dire non, mais attendez, on va mettre ce jean comme ça, cette veste comme ça, etc. Les créateurs, quand ils ont créé leur collection, sur le défilé, on n'en parle pas, c'est des gens de l'ombre comme nous, mais il y a quelqu'un derrière qui dit non, attends, ce truc, vous me le coupez un peu plus haut, vous le mettez plutôt avec cette veste-là qu'il a créée, donc c'est ce que le créateur a créé, mais on va les assembler différemment pour que ça raconte une histoire différente et pour que ce soit pile poil le truc qu'il faut. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait vivre la mode, c'est les accessoires, le parfum, la plupart du temps. Donc, il faut aussi s'intéresser à ça. Enfin, il y a plein de choses. On pourrait en parler des heures. Ah, ça, il faudrait que je fasse une conférence là-dessus, mais tu viennes me voir, je vais lui parler. Qu'est-ce que je peux te souhaiter après tout ça? Qu'est-ce que je peux encore te souhaiter? Ah alors, écoute, de garder la forme pour faire encore plein de choses. J'ai envie de faire tellement de trucs, j'ai plein d'idées dans la tête. Pour réaliser plein de choses, de faire des belles rencontres et surtout de partager ça. Moi j'adore partager, échanger pour que ça vive et que ça continue, quoi. C'est ça qui est bien. Eh ben, tu sais quoi, je me réjouis déjà de voir tes futurs projets. Merci Christophe. Allez, Chin, Santé. au futur projet. À la vie, Chin.